Mes chers amis, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de la saga Voyage à travers la matière. Nous allons parler aujourd'hui de deux des plus fameux compétiteurs de la classification périodique, Julius Lothar Meyer et Dimitri Ivanovitch Mendeleïev. Le combat pour le titre commence, alors installez-vous confortablement et bon visionnage. Retour en 1860 et au congrès de Karlsruhe. Quand le chimiste allemand Julius Lothar Meyer s'y rendit, c'était sans a priori, l'esprit ouvert. Aussi, quand le chimiste italien Stanislao Cannizzaro, qui, rappelons-le, a été sans vraiment le vouloir la vedette de ce congrès, parla des atomes et des théories d'Avogadro, Meyer les envisagea sérieusement. En 1864 paraît son ouvrage Die moderne Theorien der Chemie et Meyer plante d'emblée le décor. La matière est composée de masses discrètes, les atomes, et il y a autant de types d'atomes que d'éléments chimiques simples. De plus, selon lui, il était très peu probable que l'atome soit vraiment, dans le sens étymologique, insécable, et que même si la technologie du 19e siècle ne permettait pas de casser un atome, il était probable que cela puisse se faire dans l'avenir. Il passa en revue l'histoire de l'atomisme, depuis Dalton et Berzelius, et les difficultés rencontrées pour la définition des masses atomiques relatives. Meyer avait été très impressionné par Cannizzaro au congrès de Karlsruhe. Ce dernier, rappelons-le, avait réhabilité l'hypothèse d'Avogadro depuis trop longtemps ignorée ou rejetée du monde scientifique. Cette hypothèse qui disait que, dans des conditions de température et de pression identiques, deux volumes identiques contenant deux gaz différents contenaient le même nombre de molécules, ou, dit autrement, avaient la même densité moléculaire. Avogadro avait, de plus, fait la distinction entre atomes et molécules, et avait montré, entre autres, que les gaz oxygène et hydrogène, pour ne citer que, étaient composés de molécules diatomiques, respectivement de dioxygène et de dihydrogène. En fait, Meyer fit le constat que l'hypothèse d'Avogadro avait été trop en avance sur son temps. À la lumière de l'hypothèse d'Avogadro et des autres théories qui en ont plus ou moins découlé, la loi de Dulong et Petit sur la capacité thermique moléculaire et son extension, la loi de Koppe, loi qui serait trop longue à exposer ici, Julius Lothar Meyer put recouper les informations concernant les masses atomiques relatives. Cependant, il demeurait une question importante, le pouvoir des atomes à se combiner entre eux selon leur nature. Il s'attaqua donc à la question de la valence des atomes. Qu'est-ce que la valence d'un atome? C'est la possibilité qu'a un atome de pouvoir faire une ou plusieurs liaisons avec d'autres atomes. Comme par exemple, dans la molécule d'eau, l'oxygène ne peut présenter que deux liaisons. On dit que l'oxygène est bivalent. Chacune des liaisons de l'atome d'oxygène se fait avec un atome d'hydrogène qui, lui, ne peut présenter qu'une seule liaison. On dit que l'atome d'hydrogène est monovalent. Cette notion de valence apparut au milieu du 19e siècle, avec les travaux de chimistes comme les Britanniques Edward Frankland et William Hodling, les Français Jean-Baptiste Dumas, Auguste Laurent et Charles-Adolphe Wurtz, l'Écossais Archibald Scott Cooper, les Allemands Adolf Wilhelm Hermann Kolbe et Friedrich August Kekulé. On doit d'ailleurs à ce dernier la découverte de la tétravalence du carbone en 1857. Le carbone pouvait donc avoir jusqu'à 4 liaisons avec d'autres atomes. Le fait d'avoir compris que, selon la nature de l'atome, le nombre de liaisons était limité, permit une meilleure connaissance de la chimie. Ainsi donc, Julius Lothar Meyer fit dans son ouvrage l'inventaire des diverses réactions chimiques connues à l'époque pour lui permettre de déduire la valence de la plupart des éléments. Et il poussa loin sa réflexion. Voici un exemple du type de problème qu'il s'est posé, et vous allez voir, pas forcément un exemple trivial. Dans cet exemple, la question portait sur la valence de l'aluminium. Avec combien d'atomes l'aluminium pouvait-il se combiner? Il prit le cas de composés d'aluminium, le chlorure d'aluminium, le bromure d'aluminium et l'iodure d'aluminium.
Les déterminations analytiques avaient montré que dans chaque composé, un atome d'aluminium était accompagné de 3 atomes de chlore dans le chlorure d'aluminium, de 3 atomes de brome dans le bromure d'aluminium et, vous l'aurez deviné, de 3 atomes d'iode dans l'iodure d'aluminium. Il était tentant de tirer une conclusion immédiate de cette capacité de saturation de l'atome d'aluminium à partir des résultats de l'étude stoichiométrique et de dire que l'atome d'aluminium n'était capable au maximum que de 3 liaisons, et donc de dire que cet atome était trivalent. Oui, mais non, car tant que la taille de la molécule n'était pas connue, les conclusions pouvaient être bien moins fiables qu'il n'y paraissait. Il faut savoir que l'hypothèse d'Avogadro avait suscité des études sur les composés sous forme gazeuse, des études surtout menées par le chimiste et physicien français Henri-Victor Regnault, qui avait défini une formule pour calculer la masse moléculaire à partir de la densité gazeuse. Évidemment, masse moléculaire relative en prenant toujours l'atome d'hydrogène comme référence égale à 1. Et en appliquant cela, Julius Lothar Meyer s'aperçut que les masses moléculaires du chlorure d'aluminium, du bromure d'aluminium et de l'iodure d'aluminium étaient 2 fois celles attendues. Donc, les molécules de ces composés contenaient 2 atomes d'aluminium et 6 atomes de chlore, de brome ou d'iode. De ce fait, et du fait que la monovalence du chlore, du brome et de l'iode avait déjà été établie, Meyer déduisit que l'aluminium était au moins tétravalent, qu'il pouvait former 4 liaisons atomiques. Le cas de l'aluminium n'en était qu'un parmi tant d'autres que Julius Lothar Meyer traita dans son ouvrage. Et ainsi donc, dans sa première édition de Die Moderne Theorien der Chemie, il classa 50 éléments en 3 tables en ne manquant pas de souligner les relations mathématiques qui semblaient exister entre les masses atomiques. Le premier des 3 tableaux contenait 28 éléments, classés non seulement en fonction de leur masse atomique croissante et de leur similitude chimique, mais aussi en fonction de leur valence. Ainsi donc, dans ce tableau à 28 éléments, il obtint 6 colonnes d'éléments et dans chaque colonne, les éléments présentaient les mêmes propriétés chimiques et les mêmes valences. Par exemple, la colonne de gauche regroupait des éléments tétravalents, c'est-à-dire, comme nous venons de le voir, qui pouvaient avoir au plus 4 liaisons avec d'autres atomes. La colonne à sa droite regroupait des éléments trivalents, c'est-à-dire qui pouvaient avoir au plus 3 liaisons avec d'autres atomes. Sur chaque ligne du tableau, les éléments étaient disposés de telle sorte que leur masse atomique relative augmentait de gauche à droite. Une périodicité de la valence était clairement établie, mais Meyer n'utilisa pas le mot périodicité dans son ouvrage. Lothar Meyer constata des différences de masse atomique relativement constantes entre chaque ligne. Entre la deuxième et la troisième ligne, il constata une différence de masse atomique située entre 16 et 17. Entre la troisième et la quatrième, une différence située entre 44 et 48, tout comme entre la quatrième et la cinquième ligne, etc. Dans son tableau, Meyer laissa des emplacements vides en prévision d'éléments non encore découverts qui présenteraient les caractéristiques nécessaires pour remplir ces emplacements. Par exemple, dans la colonne de gauche, entre le silicium Si et l'état Sn, Meyer prédit l'existence d'un élément tétravalent qui aurait une masse atomique relative égale à celle du silicium plus 44,55, soit approximativement 73,05. Et cet élément était le germanium, qui fut découvert quelques 22 ans plus tard. Mais Meyer ne s'attarda pas sur cette prédiction comme le fit un peu plus tard Mendeleïev. Julius Lothar Meyer ne donna pas vraiment d'explication sur le pourquoi il n'avait pas assemblé les 3 tables en une seule, si ce n'était que, même s'il l'avait envisagé, il était resté préoccupé par les incertitudes et les possibles erreurs dans les masses atomiques relatives. En 1866, en arrivant à l'université d'Eberswalde pour enseigner la physique, la chimie et la minéralogie, Lothar Meyer avait déjà commencé à travailler sur la 2e édition de Die Moderne Theorien der Chemie. En 1868, Lothar Meyer accepta un professorat à l'université polytechnique de Karlsruhe. Son successeur, pour Eberswalde, Adolf Karl Remmele, arriva en juillet de cette année-là. Et il s'est passé alors un épisode des plus étranges. Remmele en témoigna 27 ans plus tard en 1895. Lorsque je suis arrivé en juillet 1868, comme son successeur en chimie, physique et minéralogie, j'ai obtenu l'inventaire qui appartenait au poste d'enseignant.
mais il m'a également donné une classification des éléments écrite de sa main selon les poids atomiques croissants qui était un schéma plus compréhensible et plus complet que celui de 1864 qu'il devait publier bientôt. Julius Lothar Meyer avait rédigé, vraisemblablement, pour la deuxième édition de son ouvrage, un tableau de classification contenant 52 éléments, au moins aussi bien aboutis, si ce n'est plus, que celui publié l'année suivante par Mendeleïev. Il donna donc cet essai à son successeur à Eberswalde, durant l'été 1868. Et cet essai tomba inexplicablement dans l'oubli jusqu'en 1893, année où Rémélé le ressortit des tiroirs pour le remémorer à Meyer. Pourquoi Lothar Meyer ne l'a-t-il pas réclamé ou pourquoi Rémélé ne lui a pas envoyé pendant le conflit qui l'opposa à Mendeleïev au sujet de la paternité du système périodique juste après 1869 ? Cette histoire ne fut jamais claire. Quoi qu'il en fût, ce tableau fut publié par Carl Friedrich Otto Seubert, ancien assistant de Julius Lothar Meyer dans Das Natürliche System der chemischen Elemente, en 1895, l'année de la mort de Meyer. Mais revenons en 1869, l'année de la publication du tableau de Mendeleïev. Lothar Meyer finit à la fin de cette année-là un article intitulé, vous me ferez grâce du titre dans sa version originale allemande, « La nature des éléments chimiques en fonction de leur poids atomique ». Cet article fut publié en mars 1870 dans le périodique Annalen der Chemie und Pharmacie et contint un tableau classant 55 éléments. Meyer y avait d'emblée exclu les éléments dont la masse atomique relative était incertaine car il souhaitait travailler que sur des données fiables. Il utilisa de plus des masses atomiques réactualisées. Il laissa à nouveau des espaces vides dans son tableau de classification et commenta « Ces éléments, à la masse atomique encore incertaine, devraient être ajoutés ultérieurement, c'est-à-dire au moins remplir les trous qui sont encore dans le tableau. D'autres trous pourront être remplis par des éléments à découvrir par la suite. Peut-être que les futures découvertes déplaceront l'un ou l'autre élément hors de sa place actuelle pour être remplacé par un autre qui correspondrait mieux. » Tout comme Mendeleïev, Meyer avait prédit la découverte de nouveaux éléments. Cependant, contrairement à Mendeleïev, il n'en avait pas prédit les propriétés et cela fera une différence face à la communauté scientifique. Dans cet article de 1870, pour la première fois, il mentionna la périodicité des propriétés des éléments. Les propriétés identiques ou similaires reviennent lorsque le poids atomique a augmenté d'une certaine taille, qui est initialement de 16, puis d'environ 46 et enfin de 88 à 92 unités. Meyer était impressionné par cette périodicité, mais a mentionné que son origine n'était pas encore établie. D'un autre côté, si ces régularités et des régularités similaires ne sont pas de simples coïncidences, nous devons admettre que nous n'avons pas trouvé la clé pour la compréhension de leurs relations après les avoir définies de manière empirique. Cependant, un point de départ semble avoir été trouvé pour l'étude de la constitution des atomes jusqu'alors impénétrable, une ligne directrice pour un examen comparatif des éléments plus approfondi. Dans son article, Julius Lothar Meyer admis avoir été au courant de la classification que Mendeleïev avait publiée plus tôt en 1869 et déclara à propos de son propre tableau de classification « Le tableau ci-dessous est essentiellement identique à celui donné par Mendeleïev. » Cela amena de nombreux lecteurs et Mendeleïev lui-même à comprendre que Lothar Meyer n'avait fait que reprendre et développer les idées du chimiste russe. Le différend sur la paternité de la classification périodique ne commença réellement qu'à la fin des années 1870. Toujours dans le périodique Annalen der Chemie und Pharmacie, Meyer publia un graphique connu de nos jours comme la courbe de Lothar Meyer, et qui est la plus usitée dans l'enseignement pour représenter la loi de la périodicité. Cette courbe représentait les volumes atomiques des éléments en fonction de leur masse atomique. Le calcul de ce volume atomique étant directement lié à la connaissance de la densité atomique. Souvenez-vous, à l'épisode 3 de Voyage à travers la matière, le chimiste suédois Jöns Jacob Berzelius avait introduit la notion d'électronégativité. Plus un élément était électronégatif et plus il avait de facilité à prendre une charge électrique négative. Et, à l'opposé, plus un élément était électropositif et plus il avait de facilité à prendre une charge électrique positive. Dans la courbe de Julius Lothar Meyer, où la périodicité apparaissait clairement,
on retrouva les éléments les plus électropositifs au niveau des pics de chaque période, comme le lithium, le sodium et le potassium, et comme on pouvait s'y attendre, les éléments les plus électronégatifs au niveau des creux de chaque période. Il était clair que la courbe de Lothar Meyer était sans doute l'illustration la plus parlante de la périodicité des propriétés chimiques des éléments. Mais revenons plus de 20 ans en arrière, en 1856. La Russie venait de perdre la guerre de Crimée face à la coalition franco-britannique. Cela faisait un an que le tsar Alexandre II Nikolaïevitch Romanov était arrivé sur le trône de Russie. Cette défaite fut perçue comme un échec de la Russie à réussir sa modernisation face aux autres puissances occidentales. Alexandre II se hâta donc à faire des réformes, et notamment dans l'enseignement technique et scientifique. Cependant, la Russie ne disposait que de maigres ressources pour pouvoir produire des docteurs et des ingénieurs en grand nombre. Le gouvernement décida donc d'envoyer des élèves étudier en Europe occidentale pour apporter de l'expertise qui faisait cruellement défaut en Russie. Ce fut ainsi que, en 1859, un jeune chimiste russe de 25 ans, du nom de Dimitri Ivanovitch Mendeliev, qui avait reçu son diplôme de maîtrise en chimie 3 ans plus tôt, partit pour étudier en Europe occidentale, à l'université d'Heidelberg, aux côtés de savants allemands comme Gustav Kirchhoff et Robert Bunsen. Heidelberg étant à une distance d'une 50aine de kilomètres de Karlsruhe, Mendeliev assista au premier congrès international de chimie au début du mois de septembre 1860 avec d'autres de ses compatriotes saint-pétersbourgeois comme Alexandre Porfirievitch Borodine ou Nikolai Nikolaïevitch Zinin. Comme beaucoup, Mendeliev fut impressionné par la prestation de Stanisław Cannizzaro qui, nous ne cesserons de le répéter tant son action fut importante, réhabilita les théories d'Avogadro, les atomes, les molécules et les masses atomiques relatives. Après ces 3 jours, comme tous les chimistes venus au congrès, il repartit avec une copie du manuscrit de Cannizzaro, Sunto di un corso di filosofia chimica, sous le bras. Juste après, le 7 septembre 1860, il envoya à son professeur et mentor, Alexandre Abramovitch Voskresensky, qu'il avait surnommé le grand-père de la chimie russe, une lettre informative sur le contenu du congrès et de l'article de Cannizzaro. Dans cette lettre, il reconnaissait le principe très réussi des masses atomiques développé par le chimiste italien. Au début 1861, Mendeliev revint en Russie et, tout en enseignant la chimie, il termina son premier manuel de chimie organique, ce qui lui valut en 1862 le prix Demidov. Il faut dire que les manuels scientifiques en langue russe n'étaient pas très nombreux et il fallait récompenser toute initiative dans le domaine. Quelques années plus tard, le 31 janvier 1865, il soutint sa thèse de doctorat sur la liaison de l'alcool avec l'eau. Et pour la petite anecdote, cela aurait fait de lui l'inventeur de la vodka. En fait, la vodka existait depuis bien longtemps, mais Mendeliev aurait défini le degré idéal d'alcool à environ 40 degrés pour l'obtention d'une vodka de qualité. Plus de 2 ans plus tard, en octobre 1867, Mendeliev fut nommé professeur de chimie minérale à l'université de Saint-Pétersbourg. Ce fut là qu'il commença à réfléchir à l'écriture d'un manuel de chimie minérale pour ses élèves. Car dans le domaine de la chimie minérale, comme dans le domaine de la chimie organique, les manuels n'étaient pas nombreux non plus. Il planifia l'écriture de ce manuel, Osnovi Chimie ou Fondamentaux de chimie, en 2 tomes. Il acheva le premier tome avec des chapitres consacrés aux halogènes, fluor, chlore, brome, iode, en décembre 1868. La valence des halogènes avait déjà été définie à 1, c'est-à-dire que les atomes de cette famille ne pouvaient avoir qu'une seule liaison avec un autre atome. Il décida alors de commencer la deuxième partie en parlant d'une autre famille ayant aussi une valence égale à 1, les métaux alcalins, lithium, sodium, potassium. Puis, il lui sembla logique d'enchaîner avec les métaux alcalino-terreux, tels le magnésium, le calcium, le strontium, le barium, ayant une valence de 2, c'est-à-dire que ces éléments pouvaient avoir au plus 2 liaisons avec d'autres atomes. Mais il lui sembla logique aussi d'aborder avant tout le cas d'éléments comme le zinc et le cadmium qui partageaient certaines propriétés avec les alcalino-terreux. Une autre possibilité qui s'offrait à lui était de parler d'éléments comme le cuivre ou l'argent, qui présentaient des valences incertaines de 1 ou 2. Ces éléments pouvaient permettre de faire la transition entre les alcalins et les alcalino-terreux.
Le 17 février 1869 fut une journée cruciale qui resta dans les annales. Mais une petite parenthèse avant de continuer. Les dates dans la Russie du 19e siècle étaient décalées par rapport aux dates de l'Europe occidentale. Et ça, c'était à cause du calendrier grégorien demandé par le pape Grégoire XIII pour corriger la dérive du calendrier julien et adopté par la plupart des États catholiques dès 1582. La Russie, elle, n'adopta ce calendrier grégorien que le 31 janvier 1918, date qui fut donc directement suivie par le 14 février 1918 pour se synchroniser avec la date de l'Europe occidentale et le fameux calendrier grégorien. Oui, je sais, même les dates ne sont pas simples. Donc tout ça pour dire que le 17 février 1869 en Russie correspondait au 1er mars 1869 en Europe occidentale. Et que s'est-il passé ce fameux 17 février? Grâce à Bonifati Mikhailovitch Kedrov, scientifique soviétique ayant vécu au XXe siècle et membre de l'Académie internationale de l'histoire des sciences, nous connaissons mieux les travaux de Mendeleïev autour de cette fameuse journée de 1869. Même si, il faut le dire, les bases des preuves de la reconstitution minutieuse de Kedrov étaient fragiles. Mais bon, difficile de faire sans. Bref. Il faut savoir que Dimitri Mendeleïev avait montré un grand intérêt pour la technologie, la productivité agricole et l'industrie alimentaire. Il avait acquis une solide réputation en tant qu'expert de la fabrication du fromage. Et c'est ainsi que le 17 février, Mendeleïev devait aller dans la région de Tver, à plus de 500 km au sud de Saint-Pétersbourg, pour inspecter une coopérative fromagère locale. Vers 9 h du matin, ce jour-là, il reçut par courrier un message de son ami Alexei Ivanovitch Kodnev, secrétaire de la Société libre d'économie, donnant les modalités d'inspection de la coopérative. Mais ce jour-là, Mendeleïev voulut travailler sur sa classification et reporta donc de quelques jours cette inspection. En fait, il était plus que vraisemblable que Mendeleïev eût commencé sa réflexion au sujet de la classification des éléments dès 1867, dès la conception de son livre de chimie minérale. Mais ce jour du 17 février a été celui où ses réflexions s'étaient décantées et il mit donc la lettre de Kodnev de côté. Ceci dit, la lettre de Kodnev lui servit. Après en avoir pris connaissance, il la retourna et commença à griffonner des notes sur les éléments, comparant des masses atomiques de métaux alcalins avec des métaux alcalino-terreux ou d'autres métaux comme le zinc et le cadmium. Il enchaîna sur une autre feuille de papier. Mendeleïev fit le brouillon d'une version incomplète du tableau des éléments. Sur chaque ligne, il regroupa des éléments aux propriétés chimiques semblables et de même valence. Premier groupe, calcium, strontium, barium. Deuxième groupe, fluor, chlore, brome, iode. Troisième groupe, oxygène, soufre, sélénium, tellure. Quatrième groupe, azote, phosphore, arsénique, antimoine, etc. Tout comme Julius Lothar Meyer, il essaya de classer les éléments en fonction de leur valence, propriétés chimiques communes et masse atomique croissante. Cependant, si la première tentative de Meyer 5 ans plus tôt se résuma à 3 tableaux distincts qui comportaient en tout 50 éléments, Mendeleïev voulut faire un seul et unique tableau avec les 63 éléments connus à l'époque. Oui, je sais, cette fameuse journée du 17 février n'est pas terminée. Mais j'aime garder le suspense et nous allons terminer cet épisode sur ce premier brouillon de Mendeleïev pour mieux le reprendre la prochaine fois. J'espère que mon travail vous a plu, si tel est le cas, et si vous souhaitez me soutenir, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air, à commenter, à partager. C'est comme cela que l'algorithme de YouTube pourra donner de la visibilité à cette vidéo pour qu'elle soit visible par d'autres personnes. Je vous invite aussi à me rejoindre sur mon groupe Facebook dont le lien se trouve en description. Pour celles et ceux qui le désirent et qui le peuvent, j'ai mis en place 3 façons de m'aider financièrement pour faire évoluer ma chaîne vers une professionnalisation complète, et ce, afin de pouvoir continuer à vous fournir du contenu de qualité plus régulièrement. Ces 3 moyens sont Utip, Tipeee et Paypal. Vous trouverez les liens en description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je retourne sur les routes de l'électron et, en attendant le prochain numéro, portez-vous bien!